Bon les amis, l'heure est grave. Je suis tombé sur cette vidéo d'exercice donc d'un youtubeur qui propose de vous montrer comment il modélise un écrou M18. Notez bien ce M18, il a sa valeur. Et en voyant la façon dont il s'y prend pour modéliser sa, sa- son pauvre écrou, je comprends pourquoi les avions dont une grande partie des avions de ligne sont conçus sur Katia. Je comprends maintenant pourquoi des portes viennent à s'arracher en plein vol, ou des roues de train d'atterrissage viennent à tomber au moment du décollage. C'est juste affligeant. J'avance un petit peu. Alors déjà, voilà, il nous sort de sa bibliothèque, il vient nous sortir, hop, un hexagone pour faire son esquisse. Et la première émotion pour un mécanicien, c'est qu'un écrou est normalement défini par sa cote sur plat. Et la première chose que lui vient nous mettre comme dimension, c'est la dimension d'un des 6 côtés de l'hexagone, ce dont on se fiche éperdument lorsqu'il faut réaliser ce genre de pièces. Voilà. Donc, en plus, M18, donc diamètre nominal de 18, ça m'étonnerait qu'il ait ensuite une cote, ou alors il a calculé sa cote en amont pour nous mettre du 15,6, mais c'est jamais la cote qu'on va mettre sur un écrou ISO M18. Ça commence bien. Ensuite, euh, il vient nous positionner son diamètre, et là, c'est même punition. Il le fait à croire qu'il le fait exprès. Au lieu de coter un diamètre, il vient nous coter un rayon sur le perçage de l'écrou. Et il met un rayon donc de 7,5 fois 2, 15,2. Ouais, peut-être. Il faudra que je vérifie quel est le pas d'un M18. Bref, ni fait ni à faire. On a vraiment l'impression que, je le répète encore une fois, que les gens qui travaillent sur Katia ne sont absolument pas au courant de la façon dont sont fabriquées les choses qu'ils dessinent et les contraintes que l'on doit respecter justement pour réaliser ces pièces. Et là, alors, encore grand moment de solitude, il va utiliser ici, comme dans tous les tutos Katia que l'on voit, ils utilisent tous la fonction Extent Mirrored, là, donc l'extension miroir, et tous, du coup, normalement, ici, il est en train de l'écrire, son écrou doit faire 15,8 d'épaisseur, et ben il va diviser la cote par 2, parce que Katia est incapable de faire une extrusion par symétrie en conservant la cote nominale hors tout. Voilà, donc là déjà on en prend plein la figure concernant ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, alors là, le bouquet final, la façon dont il va s'y prendre pour faire la petite, allez, on va appeler ça un chanfrein tout autour de, de l'écrou. Voilà. Vous allez voir comme il veut patauger pour faire son esquisse de découpe. Déjà, il s'arrange pour être à l'extérieur de la géométrie. Il va donc ancrer son point de départ pour qu'il ne bouge plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il s'amuse à modifier l'épaisseur de son écrou, eh bien la découpe ne fera plus jouera plus son rôle. Il nous met des codes, je sais pas où il va les chercher. Euh, il va fermer son esquisse comme il peut, je pense. Voilà. Et il ferme l'esquisse, il va faire une géométrie symétrique. Voilà, il va faire une symétrie par rapport à quoi? Par rapport au... Et puis, alors, il laisse bien dépasser, hein, pour être sûr que bien découper la matière. Hein. De combien il laisse dépasser, on ne sait pas, mais il laisse dépasser, hein, ça c'est sûr. Et il fait sa découpe et on pourra admirer son œuvre en s'apercevant que ici, dans cette partie-là, la découpe ne passe pas. Hein. Allez, on va quasiment s'arrêter là, sachant que sur la fin de la vidéo, vous verrez, il se
prend la tête à modéliser une sorte de filet, mais il fait un filet cylindrique. Bref, quelque chose qui c'est pas que ça n'existe pas, certains écrans en plastique sont comme ça, mais et en plus il laisse dépasser son filet. Bref, c'est moche. C'est moche, c'est ni fait ni à faire, même pour un exercice, même pour un tuto. Autant que dans le tuto, les gens vous apprennent à utiliser les bonnes méthodes. Donc moi, je vais vous montrer la mienne et vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin que lui, c'est-à-dire qu'on va faire un écrou paramétré qui va vous servir dans tous les cas de figure, quelle que soit la dimension du diamètre, des diamètres 1.6, du M1.6 jusqu'au M30, en passant par les différentes hauteurs les différentes séries d'écrous haut, bas et très haut. Voilà. Allez, on va cette fois dans un véritable logiciel qui s'appelle Créo Paramétrique. On commence notre écrou. Pour les besoins de la présentation, je vais conserver mes 3 plans d'esquisse, mes 3 plans de base, mais sachez que ce n'est pas forcément nécessaire pour faire ce que l'on va faire maintenant. Je vais partir donc de mon plan principal. On va faire une extrusion. Sur cette extrusion, on va aller chercher dans notre palette d'esquisse, on va aller chercher un hexagone. Je le pose là. Il est dans un premier temps, il est vraiment tout petit. On va mettre une échelle 100 ici, voilà, pour qu'il ait un petit peu plus de gueule. On le prend, hop, on le positionne ici au milieu. Je valide l'ajout de mon esquisse. Vous voyez que là, il m'a quand même mis des cotes par rapport à mon origine. Donc, on va tout de suite venir le rendre coïncident par rapport à l'origine. Hop, c'est fait. Et puis surtout, on conserve pas cette cote-là, qui n'a absolument aucun rôle dans un écrou ISO. Euh, cette cote-là, on va la remplacer. Donc là, je vais utiliser les fonctions de remplacer de cote de Créo. Je la remplace par, évidemment, la cote sur plat. Voilà. Pour l'instant, cette cote sur plat, je m'en fiche un peu. Je la laisse dans une valeur par défaut qui, pour l'instant, n'a absolument aucun rapport avec les valeurs que je vais donner plus tard. Et je vais modéliser sous la forme d'un cercle de construction. Donc on va prendre ici hop, un cercle, mais on va le transformer en cercle de construction. Et ce cercle-là va me servir de mesure, de gabarit pour déterminer quel est le diamètre ISO maximum que je peux utiliser lorsque je dois positionner mon écrou sur un perçage. Par exemple, si je tombe sur un perçage diamètre 11, eh bien, l'écrou M11 n'existe pas. La valeur immédiatement inférieure, c'est l'écrou M10. Donc, on va faire en sorte que lorsque, dans mon assemblage, j'irai mesurer un écrou, un trou de passage diamètre 11 par exemple, eh bien lui automatiquement il ira chercher le bon écrou en ISO M10 et va me calculer le pas, etc. Tout ça, ça va se faire en automatique. Vous allez voir comment on va s'y prendre. Voilà. Mais là, donc j'ai fait mon écrou, l'esquisse, l'ébauche de mon écrou. Pour l'instant, je ne fais pas encore le perçage au milieu. Je pourrais, à la limite, ouais, si je pourrais le faire. Sachant que, alors on va le faire, ça ira peut-être un tout petit peu plus vite. Hop. Voilà. Ça ici, c'est le trou donc que je modélise ici, enfin que je dessine dans mon esquisse. C'est pas le diamètre nominal, hein, c'est le diamètre à percer avant le taraudage de l'écrou. Hop, terminé. Et pareil pour mon ébauche de profondeur, bah, pour l'instant la valeur je m'en fiche complètement. Voilà, j'ai fait mon écrou, ok, donc j'ai déjà respecté un schéma de cotation nécessaire et suffisant, compatible avec la norme ISO. Et ensuite, pour faire la fameuse découpe qui a posé 30 problèmes à notre génie, eh bien je vais ici réaliser une forme de révolution sur cette face-là, et on va tout simplement dessiner un brave triangle en s'appuyant sur ces faces ici, la face là, et hop, on va partir comme ça, voilà, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je valide, je lui dis que tous les côtés sont de longueurs égales. Voilà, ça me fait un triangle isocèle, du coup je n'ai plus aucune cote. Et pour finir, je transforme cette arête-là en arête de construction. Ceci étant fait, je valide mon esquisse. Il s'agit d'une forme de révolution, donc il faut que je lui précise autour de quel axe je vais tourner.
c'est bon. Je vais enlever de la matière à l'extérieur et donc je vais enlever de la matière. Donc je lui dis enlève-moi de la matière et vous voyez qu'automatiquement j'ai la forme qui va bien, c'est propre, ça ne m'a nécessité aucune cote et une esquisse d'une simplicité enfantine. Voilà. On va passer à la partie automatisation de cet écrou. Et pour ça, j'ai préparé un fichier Excel avec un certain nombre d'informations, notamment ces fameuses séries de renards qui permettent de déterminer en fonction du diamètre tous les autres paramètres, toutes les autres dimensions de notre fameux écrou. Ici, par exemple, en fonction du diamètre nominal, j'ai les fameuses cotes sur plat, j'ai les hauteurs de tête pour les écrous normaux, les écrous bas et les écrous hauts. Ensuite, j'ai également les diamètres en fonction, la correction des diamètres en fonction de la valeur que l'on souhaite, que l'on a de disponible pour, par exemple, faire passer notre vis et donc utiliser notre écrou. On va commencer par ces valeurs-là. L'idée, si vous voulez, c'est que lorsque l'on mesure un passage, par exemple ici, je mesure un passage dont la valeur est comprise entre 10 et 12, eh bien, je souhaite que automatiquement la valeur du diamètre nominal calculé soit 10. Alors j'ai multiplié ici par 10, hein, simplement pour des questions de lisibilité de mes valeurs. Bien. Eh ben, pour faire ce genre de relation dans Créo, on utilise une fonction qui est bien particulière que beaucoup d'utilisateurs Créo connaissent et forcément les utilisateurs d'autres logiciels de CAO ne connaissent pas étant donné que c'est vraiment une spécificité dans Créo paramétrique. On va créer donc ce fameux graphe. Alors on a pour habitude de donner des noms à ces graphes. Pour créer le graphe, on commence par positionner une ligne centre, alors horizontale et une autre verticale. Et ici, je vais avoir besoin de 20 valeurs, de gérer 20 valeurs de diamètre. Et donc, je vais positionner 20 points. Voilà, j'ai positionné mes 20 points. J'ai fait attention de positionner celui-ci plus proche de la ligne horizontale que de la ligne verticale. Vous allez comprendre pourquoi, parce que quand je regarde ici, quand je fais basculer les valeurs de cotes, eh bien, je m'aperçois que le nom des cotes suit des progressions bien particulières. Les cotes d'ordonnées, les verticales, sont des cotes impaires, et les cotes horizontales, les cotes d'abscisse, sont des cotes impaires. Donc ça a une importance parce que je vais maintenant ajouter des relations dans mon graphe, et ces relations, je viens les extraire de mon fichier Excel. Donc dans mon fichier Excel, je suis venu ici positionner les valeurs normalisées des diamètres ISO, et ensuite, grâce à une formule Excel ici, eh bien, je recrée le texte ici, SD1 égale 16, donc la cote de 1,6 multiplié par 10, etc. SD3 égale 20, et vous voyez donc à chaque fois que j'ai un saut des cotes ici impaires, et j'ai les cotes paires à cet endroit-là. Donc je sélectionne cette colonne, cette valeur-là, je la copie, et je viens directement la positionner dans mon éditeur de relations de Créo. Et je fais la même chose avec la colonne juste à côté. Donc cette colonne-là, dans ma formule Excel, je décale à chaque fois. Donc la première, il n'y a rien, je viens choper la valeur qu'il y a sur la cellule supérieure ici. Donc là, comme il n'y a rien, je lui mets automatiquement 5, donc 0,5, comme ça va être divisé par 10, et puis ainsi de suite. Donc ici, vous avez les valeurs qui sont exprimées à chaque fois ici en diagonale. Ok, donc ça, très bien. Je sélectionne donc cette colonne-là. Je copie et je colle ici dans mes relations. Voilà, je valide et vous allez voir que immédiatement, hop, il met les points de mon graphe à jour. Et pour que le graphe soit réellement utilisable, donc non seulement il faut que je mette un système de coordonnées ici, donc ça c'est fait, mais ensuite il faut que je mette des entités graphiques, à savoir ici je vais commencer par une ligne horizontale
comme ceci. Et puis pour la suite, je vais mettre des rectangles. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je mets des rectangles qui relient comme ceci les points en diagonale les uns avec les autres. Donc, je vais me taire et je vais accélérer la vidéo pour que ça vous paraisse plus rapide. Voilà, tous mes rectangles sont maintenant tracés. Prenez votre temps pour le faire. Vérifiez bien qu'ils sont bien accrochés sur les points que vous avez tracés. Et puis pour terminer le graphe, il faut maintenant supprimer les parties basses de chaque rectangle, parce que effectivement, dans mon graphe, seuls les escaliers supérieurs vont avoir leur importance. Donc de la même manière, je me tais et je fais... Voilà, j'ai terminé. J'ai mon graphe en escalier. Je peux de nouveau vous expliquer ce qui va se passer. La cote des abscisses, l'axe des abscisses représente les valeurs que l'on va lire sur l'assemblage ou la pièce sur laquelle on veut rajouter l'écrou. Donc on va lire par exemple une cote de 13 mm. Et donc si je regarde ici entre la cote de 12 mm et la cote de 14 mm, elles sont multipliées par 10, je le répète, entre cette cote-là de 120 et la cote de 140, eh bien je vais ici remonter une, une cote de 12 mm, c'est-à-dire que de 12 et plus jusqu'à 140 inclus, eh ben, je mettrai un écrou de diamètre 12, etc. Mon graphe est maintenant rentré dans mon arbre du modèle. J'ai pour habitude, lorsque je crée des graphes, de les positionner plutôt au début de mon arbre. Et donc, une des premières applications que je vais pouvoir réaliser, c'est piloter ici le diamètre de taraudage, donc le diamètre nominal, quelque part, en fonction justement de ce fameux graphe. Pour ça, on va créer une relation. On va faire une relation sur la fonction cosmetic thread ici. La valeur de diamètre ici va être calculée avec la formule evalgraph. On essaye de ne pas faire de faute de frappe ici. Le graphe qui m'intéresse, pour l'instant il n'y en a qu'un seul, c'est le graphe qui s'appelle diamètre ISO. Et cette valeur ici, le graphe diamètre ISO, en entrée, je vais lui donner la valeur dans l'esquisse de ma cote j'avais tracé ici un cercle de construction qui représente la valeur théorique, la valeur possible de passage de mon écrou. Eh bien, je récupère cette valeur de cote ici. N'oublions pas qu'en entrée dans mon graphe, j'ai multiplié les valeurs par 10. Donc là, ici, je répercute cette multiplication, je ferme la parenthèse et le résultat m'est également donné par une valeur multipliée par 10. Donc cette fois, le résultat, je le divise par 10. J'ai rentré ma relation et on va voir ce qui se passe. Vous voyez que ici, la valeur du taraudage a diminué et maintenant elle est égale à, eh bien, hop, on va changer, on va de nouveau, voilà, elle est égale à 27, tout simplement parce que, eh bien, c'est la valeur maximum des écrous. Et moi, vous avez vu que l'écrou que j'ai commencé à dessiner, pour l'instant, les valeurs que j'ai laissées totalement au pif, eh bien, sont bien trop importantes. Elles dépassent largement le diamètre 30. En revanche, je vois que j'ai fait un petit oubli, c'est que il faut que je prévoie malgré tout la possibilité d'aller au-delà du diamètre 27, d'aller jusqu'au diamètre 30. Parce que du coup, je vais modifier ici mon graphe, je vais l'éditer, mon diamètre ISO, et là, je vais manuellement, sans passer par Excel, rajouter ici un point. OK. Cette cote-là, ici, je vais la remplacer par sa cote ici complète, et pareil pour celle-ci, je la remplace avec la cote
d'ici à là, comme ceci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette cote-là, alors là, comme je connais les valeurs, je suis pas obligé de les rentrer via une relation. Je sais que cette cote-là vaudra 300 pour les valeurs d'écrou de 300 à plus. Alors ici, sur cette valeur-là, je peux mettre n'importe quelle valeur. Je mets par exemple 350 et ça fera le job. Et bien entendu, je vais rajouter ici, comme tout à l'heure, un rectangle dont j'élimine la partie inférieure. J'utilise des rectangles tout simplement parce que ça me trace automatiquement une verticale et une horizontale. C'est ça que je recherche dans l'idée. Voilà. Et donc maintenant, si je régénère de nouveau mon modèle, eh ben, je vais voir que mon rayon ici, mon filet, eh ben, il est passé à 30. Et c'est là, ça sera la valeur maximum permise par mon travail. Alors maintenant, on va du coup continuer à rajouter comme ça des graphes. Et maintenant, le deuxième graphe que l'on va rajouter, c'est le diamètre, c'est le graphe qui gère le pas de mon écrou. Alors, ce que l'on peut faire, c'est que plutôt que de retaper la totalité de la manœuvre, eh bien, on peut tout simplement copier et coller le graphe des diamètres ISO. On va l'appeler, moi je l'appelle généralement pas métrique, comme ceci. On récupère les valeurs précédentes. Du coup, ce que l'on va faire surtout ici, c'est qu'on va détruire tous les segments déjà présents. Alors vous pouvez y aller là parce que de toute manière, la fonction de gomme là comme ça, elle n'est capable de détruire que des entités géométriques de type ligne, cercle, etc. Mais elle ne tient pas compte des points. Voilà, donc là, ici, ok, j'ai donc nettoyé mon graphe et je vais retourner dans Excel pour aller cette fois chercher les colonnes qui vont me gérer mon pas métrique. Donc ici, on a de nouveau les diamètres nominaux et ici, on a les valeurs de pas qui, eux, sont multipliées par 100. Donc je prends les valeurs de cote de diamètre. Ici, je les mets dans les relations. Alors, dans les relations de mon graphe, j'ai carrément, je, je, je dégage toutes les relations précédentes et je les remplace par les nouvelles relations des pas métriques. Ici, les diamètres nominaux et ici, les valeurs de pas qui correspondent. Voilà, ça c'est fait. Je valide. Enfin, je contrôle, puis je valide. Et une fois que c'est fait, là, vous voyez que mon graphe a changé d'allure. Et ben, là, il faut que je recommence la manœuvre que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est de placer les segments et les rectangles. Une nouvelle fois, allez, on y va. Alors, en ce qui concerne ce graphe sur les pas métriques, on peut voir que par endroit, vous avez deux points qui sont alignés, donc c'est-à-dire qu'ils vont renvoyer la même valeur d'ordonnée. Dans ce cas-là, votre rectangle, vous le faites partir du point le plus à droite ici, de manière à bien couvrir la totalité de la plage. Et ensuite, vous réenchaînez sur des rectangles normaux. Vous voyez ici, j'ai carrément trois valeurs alignées, donc je démarre de la plus éloignée, ici à droite, et vous avez jusqu'au bout. Et ce point isolé, c'est le point que j'avais rajouté tout à l'heure, donc celui-ci, je vais le détruire. De nouveau, je supprime les bases des rectangles, et j'ai mon graphe. Ce graphe va me servir cette fois à piloter eh bien, la valeur du diamètre intérieur ici de l'écrou, parce que il va être donc ce diamètre intérieur va être égal au diamètre nominal récupéré moins la valeur du pas métrique. Alors ces équations, on va pouvoir les
les rentrer directement dans la première section. Vous allez voir. Je vais déjà récupérer les relations que j'avais écrites pour le Cosmetic Thread. Donc celui-ci, cette relation, je la copie et je vais venir chercher maintenant non pas des relations de fonction, mais des relations de section, et je sélectionne ici l'extrusion, donc celle qui dans laquelle a été créée l'écrou au départ. Et je colle ma relation. Mais je vais la mettre honnête parce qu'en fait ici, cette valeur-là en fait n'existe pas. C'est le diamètre ISO. Donc je crée un petit paramètre intermédiaire, diamètre ISO, et la cote ici qui est évaluée, c'est plus la cote D2, mais c'est la cote ici de 117, qui est la cote SD4. Donc ça, la première chose, c'est que ça me calcule donc mon diamètre ISO, et ensuite en fonction du diamètre ISO, on va calculer donc le diamètre de perçage, la SD5, elle est égale à, j'évalue le graphe qui s'appelle pas métrique, pour la valeur du diamètre ISO. Alors, une nouvelle fois, dans mon graphe, les valeurs de diamètre ISO sont multipliées par 10, et dans ce qui concerne le pas lui-même, la valeur retournée a été multipliée par 100, donc pour récupérer sa valeur exacte, je la divise par 100. Je valide mes relations, je m'aperçois qu'il y a une erreur parce que j'ai fait une faute d'orthographe dans le mot evalgraph. Ça m'arrive à chaque fois. Voilà. Toujours bien vérifier vos relations avant de quitter. C'est toujours un gage de sécurité. Et puis avec un contrôle S, je peux enregistrer ma pièce. Voilà, ça c'est fait. Et donc, testons. Ben, vous voyez déjà que ici, j'ai alors, il y a un truc qui me surprend un peu, donc on va vérifier pourquoi ça se passe comme ça. J'ai effectivement ici une valeur de diamètre qui est extrêmement petite. Et oui, parce que j'ai fait une erreur dans ma relation. Vous l'avez sans doute tous remarqué. Dans ma section, ici, ce que cette valeur-là me retourne le pas. Et donc, je dois retirer la valeur du pas au diamètre ISO. Donc, je dois écrire la vraie relation, c'est le diamètre ISO moins la valeur du pas. Et là, vous allez voir que nous avons un comportement qui est cohérent. Ici, on peut déjà voir que le diamètre ici D3, si je bascule, eh ben, il fait 26,5 pour un taraudage qui, lui, fait 30. Et automatiquement, lorsque je vais maintenant faire diminuer ici ce diamètre théorique que je veux contrôler, eh ben, vous voyez qu'au fur et à mesure que je le déplace, eh ben, il me recalcule mon diamètre ISO pas à pas, et il passe toujours sur des valeurs entières, pas sur des valeurs normalisées. À présent, nous allons franchir une nouvelle étape qui consiste à calculer la cote sur plat de la même manière, toujours avec des graphes. Voilà, donc nous allons faire un nouveau graphe. Et pour ça, eh bien, on va tout simplement repartir du graphe diamètre ISO. On va faire un CTRL-C, CTRL-V, et on va l'appeler cote sur plat. On va supprimer toute la partie graphique. Voilà. On supprime toute la partie graphique. Je précise que ces graphes-là, pour le besoin de la vidéo, je vous les fais tous un par un, mais c'est quelque chose que l'on peut enregistrer
quand on est dans un graphe comme ça, avec un fichier sauvé, vous pouvez sauver votre graphe. Il vous créera un fichier avec l'extension SEC, section, et vous allez pouvoir ensuite le réutiliser tel quel dans d'autres pièces. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, parce que ça peut paraître un peu fastidieux là tout de suite, mais en fait, c'est des fonctions, ou en tout cas des objets qu'il convient de sauvegarder pour pouvoir, notamment le graphe sur les pas métriques, il faut l'enregistrer pour pouvoir récupérer et le réinjecter directement dans vos modèles par la suite. On s'amuse pas à les faire pour chaque nouvelle pièce, bien évidemment. Allons voir les codes sur plat. Donc, j'ai réuni tout ça dans mon fichier Excel. Je reprends ici, au niveau de mes entrées, les valeurs de diamètre nominal. Je pense que ça, du coup, je vais peut-être pas être obligé de le changer dans les relations, tout simplement parce que, eh ben, elles existent déjà. Ce sont ces valeurs ici, hein, chaque fois x 10 jusqu'à 300, donc ça c'est bien. Et il me suffit d'aller chercher la deuxième rangée, qui sont donc ici ces fameuses codes sur plat. Je copie, je colle. Ici, donc, je vais remplacer toutes les valeurs impaires, paires, j'arriverai jamais à m'y faire, voilà, paste, par les valeurs de code sur plat. OK? On obtient donc ça. Donc, de la même manière, on va supprimer ici cette code qui ne sert à rien. Et c'est reparti pour un tour. On trace ces lignes et ces rectangles. Voilà qui est fait. Je valide le graphe. J'ai maintenant mon graphe code sur plat. Je le remets ici et on va de nouveau aller éditer nos relations. Je retourne dans les relations de la section de l'écrou ici. On va reprendre en fait cette relation, celle-là. Je la repositionne. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de piloter effectivement cette cote, donc qui est la SD0, avec... vous l'avez pas pris? Voilà. Alors, cette fois, la relation s'écrit de la manière suivante. Elle va évaluer le graphe qui s'appelle donc code sur plat. La valeur d'entrée, c'est effectivement le diamètre ISO que l'on a recalculé juste au-dessus. On le multiplie par 10 et la sortie, on la divise par 10. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Eh bien, ça commence à prendre forme. Nous avons maintenant, en fonction de la valeur théorique de l'écrou, eh bien, les codes sur plat qui se recalculent automatiquement et qui restent à la norme. Vous voyez qu'à chaque fois que je passe un cran, alors là je suis sur la valeur d'un écrou diamètre 30, donc la cote sur plat c'est bien 46. Je peux pas aller au-delà dans l'exercice ici, et quand je descends, je descends, je descends. Ici je suis sur une valeur de 8 mm, ce qui correspond à un diamètre, un M5. La valeur théorique ici, 5,89, donc c'est un écrou diamètre, c'est un M5 que j'ai ici. Il faut maintenant que je règle le problème de la hauteur. Et là, pour la hauteur, j'ai trois séries possibles. Les écrous usuels, les écrous bas et les écrous hauts. Ce qui va nous donner 3 graphes de plus. Et on va donc s'atteler à les réaliser de la même manière que ce que nous avons fait auparavant. Donc, on peut reprendre la cote sur plat, CTRL-C au clavier, CTRL-V, je recommence un nouveau graphe. Donc là, on va
Euh, les écrous bas, c'est du HM. Donc je vais l'appeler écrou. Alors, on va commencer par les écrous bas, donc écrou HM. OK. On refait toujours les mêmes manipulations. Voilà. Je vais dans les relations, sur mon Excel ici, les hauteurs de tête. Donc, ça, c'est les hauteurs standards. Et ça, ce sont les valeurs pour les écrous bas. C'est les valeurs-là qui m'intéressent. Ici, je suis sur des valeurs multipliées par 10. Ça a toujours son importance de savoir comment ça se goupille. Je copie, je retourne dans les relations. Je ne touche pas à la série des cotes impaires. Je ne change que les cotes paires. Voilà, c'est fait. Voilà à quoi ressemble mon graphe et on finalise. C'est terminé pour ce graphe. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil de nouveau sur la série ici. Vous avez la série concernant les hauteurs de tête normales, donc la série H. Je vérifie simplement qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de valeur identique. Donc on va gagner du temps là cette fois. Euh, Pour le graphe série H, on va prendre celui-ci, CTRL-C, CTRL-V comme d'habitude. On va le renommer écrou H tout simplement. Et là, je ne détruis rien du tout, je vais directement dans les relations. Alors on va faire quelque chose avant dans Excel, c'est que ici on a des valeurs que j'ai multipliées par 1000 parce que vous voyez que la hauteur de tête pour les petites vis, elle fait 1,225. Donc je les ai multipliées par 1000 pour avoir des valeurs entières. Ce que je vais faire ici, je vais faire pareil sur les valeurs de diamètre. Donc celles-ci, je vais les multiplier par 100 pour avoir, non, je vais multiplier par 1000. Voilà, pour avoir des valeurs qui soient cohérentes, pour que mon graphe ne soit pas trop aplati. Donc, on va récupérer tout ça. Voilà. OK. Donc là, j'ai des valeurs de code qui sont dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, je copie cette série. Et dans les relations ici, hop, je sélectionne, alors, hop, on va tout sélectionner ici. Je colle ma première série. Voilà. Donc ça, c'est la série de, c'est la série donc des abscisses. Et puis pour les ordonner, on vient récupérer cette colonne. Je rebalance. Voilà. OK. Zou. Voilà à quoi ressemble le graphe pour la série H. Je peux le valider. Et pour la série HH, c'est-à-dire les écrous hauts, eh bien là, on va avoir une petite différence. Il y a beaucoup moins de valeurs. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe pour les HH. Donc là, j'ai plein de valeurs, mais quand on regarde ici les valeurs qui autorisent les écrous hauts, en fait, on a beaucoup moins de valeurs. Il y en a une, la première est à alors 5 millimètres et c'est pour les diamètres, diamètre 5 et on va ensuite jusqu'au diamètre 30. OK? Donc, on va prendre donc du coup, je me suis écrit une formule Excel qui me permet ici d'aller vérifier si il y a s'il y a du texte, enfin bref, je me suis fait une petite formule pour faire le tri là-dedans. Donc, je prends ces valeurs-là, on retourne ici dans les relations, je refais comme tout à l'heure,
je sélectionne tout, je remplace par ma première petite série. Les espaces n'ont absolument aucune espèce d'importance. Et je rajoute les valeurs en correspondance. Là, cette fois, on est sur des fois 10 à chaque fois, donc des valeurs similaires, des valeurs qui sont cohérentes les unes avec les autres. Hop. Et du coup, on va être sur 9 points simplement et non pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, une série de 10 points seulement. Voilà. Donc en fait, nos points qui nous intéressent, les vrais, ils sont là uniquement. Ok, et tous les autres, déjà ça, on va dégager. Et puis tout le reste de l'ancien graphe, je sélectionne et je supprime. Voilà. Hop, voilà. La seule partie utile du graphe, c'est celui-là. Ça a été plus rapide. Voilà, j'ai mes 3 graphes ici. Et maintenant, il faut que je trouve un moyen de choisir le bon graphe. Et pour ça, on va créer un paramètre. Je vais créer un nouveau paramètre que je vais appeler tout simplement série, par exemple, et je vais lui attribuer donc un type string, donc une chaîne de caractères, et dans un premier temps, je vais lui donner la valeur h. Ça c'est fait. Et il faut que je relie maintenant ce paramètre au graphe, et ce graphe que je le relie ensuite à la hauteur de tête. On va faire tout ça dans les relations. Dans les relations de la section, de cette alors non, pour le coup, c'est plus des relations de section, c'est des relations de fonction, parce que c'est l'épaisseur, donc la cote d'épaisseur est donnée par la fonction. Donc c'est la cote D0 qui est, elle, égale à... Alors, avant de faire ça d'ailleurs, on va créer un paramètre qu'on va appeler graphe, pourquoi pas, et on va, ce paramètre, ça va être la chaîne écrou, comme ceci, parce que c'est écrou avec un S, plus la valeur du paramètre série. Si je valide ici et que je regarde là dans ma relation de fonction, j'ai maintenant un paramètre graphe qui dont la valeur est égale à écrou h. Et donc c'est ce graphe là. Ce qui fait que maintenant nous allons aller chercher, euh, nous allons euh, contrôler cette code des zéros avec un eval graph. Le graphe que j'évalue, ben, le nom du graphe m'est fourni par le paramètre graphe que j'ai défini juste au-dessus, et je m'appuie sur la valeur de diamètre qui est donnée par, en fait, celle-ci, je vais aller la récupérer sur le filet, enfin le taraudage. Donc le diamètre ISO, c'est la cote D7 ici. Et je suis en train de me poser une question. Par rapport aux valeurs que j'ai données dans les graphes, il va falloir que je modifie ces fameux graphes. Ça va pas fonctionner parce que alors sur les écrous usuels, ça tombe bien. Je multiplie par 1000 et je divise par 1000 la sortie. Donc pour l'instant, cette relation-là va fonctionner, mais il va falloir que je modifie mes graphes. Je suis en train de, de m'en rendre compte ici, tout seul. Hein, on régénère, hop, et j'ai mon écrou. Donc là, c'est la série H, classique, et vous avez maintenant effectivement l'écrou qui est parfaitement dimensionné en fonction du diamètre théorique. Là, j'étais sur donc un M5, et je peux, comme ceci, augmenter, diminuer. On peut faire une chose aussi assez sympathique. Je vais faire apparaître les annotations. Les cotes ici du, de l'écrou, enfin notamment du taraudage, on va aller
hop, ici dans les annotations, on va créer une annotation pour notre fameux cosmétique ici. Tac. Et OK. Donc là ici, voilà, je le fais pour simplement parce que c'est pour que vous voyez la cote qui va évoluer au fur et à mesure que je vais faire évoluer ici le diamètre. Si je prends le diamètre théorique, ben, vous voyez, mon, la valeur du diamètre de l'écrou évolue en fonction de mon tableau, comme ceci. Et on va avoir, et bien entendu, la cote sur place met à jour, l'épaisseur se met à jour, bref, l'ensemble des informations que j'ai rentrées sous forme de graphe se mettent à jour en temps réel. Ça marche très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, et vous allez voir comment on va utiliser cet écrou. Je n'ai plus besoin de table de famille pour utiliser cet écrou dans mes assemblages. Ça, c'est un point qui est non négligeable. J'enregistre. Il faut que je modifie quelque chose dans mes graphes malgré tout, parce que là, ici, j'ai les facteurs 1000 pour la cote ici, mais il faut que je fasse du coup la même opération pour les autres valeurs de cote. Pas la cote sur plat. Pas la cote sur plat, mais voilà, pour les écrous bas, il faut que je fasse la même chose, que je multiplie par 1000, parce que sinon ma relation sera pas cohérente. Voilà. On va faire la même chose pour les écrous hauts. On va multiplier l'entrée par 1000. Et idem pour la sortie. On multiplie par 1000. Voilà. C'est fait. Et du coup, il faut que je reprenne les relations des deux graphes. Pour l'écrou H, on est bon. L'écrou HM, je vais éditer sa définition. Je suis même pas obligé de passer par là. On va directement aller ici, dans les relations sur la pièce. Et puis si on vient chercher les relations de section et qu'on attrape ici le graphe là, hop, je récupère directement ces relations. Donc on va les modifier. On va prendre les valeurs fois 1000 ici. Je copie, je sélectionne tout, je colle. Ça vous donne un bon aperçu d'un travail avec Créo. Là, on est sur un plutôt avancé. Hein. C'est pas un tuto pour beginner. Pour débutants, ok, ça c'est pour ce graphe-là. On va aller chercher les écrous HH et on va faire la même chose. On sélectionne tout, on remplace et je prends le deuxième ici. J'ajoute. Voilà, c'est fait, je valide. Et on va tester en modifiant cette fois la série. Donc là, je suis sur un écrou, un M10. Bon, c'est pareil, hein, d'ailleurs, il pourrait ici, on ne fera plus ici, je le fais tout de suite. Sur sa cote ici. Euh, le préfixe, on va le remplacer, on va mettre M à la place, ça sera plus joli. Voilà, comme ceci. Voilà, M10. Je vais pouvoir valider et maintenant, donc, nous allons pouvoir tester ces capacités de placement. Alors, avant les capacités de placement, on va... non, j'ai dit pas de table de famille. On va aller dans les paramètres
et je vais changer mon fameux paramètre de série ici. Là, j'étais sur une série H, je la remplace par une série HH, par exemple ici, je regarde ce que ça donne, et à la régénération, hop, le l'écrou a changé d'épaisseur, et effectivement, son épaisseur maintenant fait 9,3, ce qui correspond à la série HH. On retourne ici, on passe sur un écrou bas, donc c'est de la série HM, je régénère, et effectivement, j'ai affaire à un écrou de la série HM. Donc ça y est, j'ai fini. Alors certes, un peu de travail de préparation, mais vous avez maintenant un écrou qui est utilisable en toutes circonstances, et on va terminer le travail en allant chercher, en ajoutant ce qu'on appelle des éléments flexibles dans notre écrou. Donc vous allez dans Fichier, Prépare, et vous avez les propriétés du modèle ici. Et dans les propriétés du modèle, vous avez la possibilité de changer les éléments flexibles de votre pièce. Et donc, dans les éléments flexibles, je vais y faire figurer le diamètre théorique ici. OK? Donc, voici mon diamètre théorique, et je vais compléter les éléments flexibles par la série de l'écrou. Donc, le paramètre ici, série. J'ai donc un paramètre et une dimension. Et pour que ce soit plus lisible, cette dimension, je vais la renommer, je vais l'appeler dia, t, dia passage. Donc c'est le diamètre de passage de la vis. Comme ceci. Vous allez voir que du coup, si je retourne dans Fichier, Prépare, Propriétés du modèle, maintenant dans mes éléments flexibles, ça sera plus facile à identifier. Le nom de la cote, c'est diamètre passage. Ça me va bien. Et on va encore fignoler notre écrou en rajoutant quelque chose là aussi de très important et de très intéressant dans Créo, c'est ce qu'on appelle les interfaces de placement. J'ai créé une interface de placement que je vais appeler défaut, et ça va me permettre de présélectionner sur mon écrou les surfaces, les références qui seront utilisées lors de l'assemblage de l'écrou. Là, ici, j'ai sélectionné le diamètre et la face ici pour venir positionner l'écrou dans mon futur assemblage. Je valide et j'enregistre ma pièce. Ça y est, maintenant, j'ai vraiment fini le travail de préparation. Je sais, c'était un peu long, mais il n'empêche que le jeu envoie la chandelle. Vous avez maintenant une pièce qui est utilisable. Je vais vous montrer comment. Je vais créer une pièce quelconque. Je vais l'appeler plaque. On va venir là-dessus, on va faire un rectangle, hop, comme ça. Et sur ce rectangle, alors peut-être un petit peu moins grand. Allez, hop, voilà. Ok, très bien. Je valide, et puis on va mettre une épaisseur de... L'épaisseur n'a pas d'intérêt ici, mais bon, voilà. Et puis on va faire une série de perçages là-dessus. En fait, on va faire une série de découpes. Voilà, on va faire une série de découpes. On y va. On prend des cercles, plus ou moins grands, plus ou moins petits, tous de taille différentes, hein. Voilà, j'ai du 3,91, j'ai du 2,25, j'ai du 13, j'ai du 19, là j'ai un 38, ok, un 14, tout va bien. Voilà. Hop, bien sûr, on inverse, c'est de la découpe, et c'est jusqu'à suivant. Voilà. Et maintenant, on va créer un assemblage. Dans mon assemblage, je vais assembler dans un premier temps ma plaque.
Je vais la laisser, je vais mettre une contrainte par défaut. Voilà, elle est positionnée par défaut, ok. Et maintenant, je vais venir assembler mon écrou qui est en session, celui-ci. Et là, j'ai un message qui m'informe que l'écrou possède des éléments flexibles. Et donc, je lui dire, ben oui, je veux utiliser ces éléments flexibles. Et là, suivant le perçage que je veux équiper d'un écrou, eh bien, je vais venir chercher, je vais mesurer le diamètre présent ici, et je vais choisir dans les paramètres la série que je souhaite utiliser à cet endroit-là. Par exemple, ici, je veux simplement un écrou normal, un écrou H, et je valide. Et lui automatiquement, et en plus là, au bout de ma souris, je vois un petit trait pointillé qui apparaît. Il faut que je lui précise le placement de mon écrou, et vous voyez que j'ai mon écrou de la bonne taille qui vient se positionner sur ce diamètre. Ok, on va faire la même chose sur les autres. On va de nouveau assembler. Alors, il me propose toujours la dernière pièce que j'ai assemblée. Très bien. Les éléments flexibles sont définis. Ok, on y va. On prend le diamètre ici. Voilà. Et puis, le paramètre, on se met, tiens, pourquoi pas un HM, c'est un écrou bas. Parfait. Je fais OK. Je lui donne le diamètre, enfin, la position, et vous voyez que ben c'est un écrou de dimensions différentes. Et on peut recommencer ça sur la plupart des pièces. Après, vous pouvez aussi prendre les écrous qui sont déjà placés, et vous avez la possibilité de... Non, je crois qu'il faut le faire un par un. Ici, je prends un écrou qui est déjà placé, et voilà, j'ai une fonction repeat ici. Donc, je prends la fonction repeat, je sélectionne la référence que je souhaite faire varier. Donc ici, c'est simplement l'insertion que je vais, enfin la coïncidence en diamètre. Hein, la plaque, elle reste la même. Et maintenant, je vais dire, j'en veux un ici. Alors, ne vous formalisez pas pour l'instant sur les dimensions qu'il est en train de prendre. C'est normal. Hop, ok. Donc là, j'ai positionné mes écrous aux différents endroits là où j'en ai besoin. Et après, il ne me reste plus qu'à, sur chacun de ces écrous, par exemple sur celui-ci, à venir modifier sa flexibilité. On a ici la possibilité de modifier sa flexibilité et de venir mesurer le diamètre ici. Et donc, lorsque j'ai fait cela, eh bien, hop, je m'étais trompé en fait. Il faut que je vienne modifier de nouveau le diamètre ici pour que effectivement il se mette à jour. Donc, on fait ça sur les différents écrous. On modifie la flexibilité ici et la valeur. On vient chercher la nouvelle valeur ici. Hop, et il me repositionne toujours le bon écrou. C'est assez, je trouve ça assez sympathique parce qu'il n'est plus nécessaire du tout de s'embêter avec des tables de famille avec un système comme celui-ci. Vous avez vraiment des pièces qui s'adaptent en automatique à l'environnement souhaité. Et le dernier écrou, alors lui, de toute manière, comme au niveau de la taille des dimensions disponibles, eh bien ici, on va lui donner effectivement le diamètre de ce perçage-là. Il va prendre le plus grand écrou disponible ici pour ce diamètre, et c'est un écrou M30. De la même manière, ici, je n'ai pris que des écrous de même série, mais à tout moment, vous pouvez venir chercher ici l'écrou qui vous intéresse
dans les éléments flexibles, vous allez pouvoir changer sa série. Vous pouvez d'ailleurs, dans l'arbre du modèle de Créo, venir modifier les colonnes. Ici, vous avez la colonne désignation qui m'intéresse pas plus que ça. Il faut que je retrouve où ça se situe. Voilà, c'est ici. Donc la désignation, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les paramètres du modèle, c'est faire apparaître le paramètre de la série, comme ceci. Voilà. Et du coup, là, je vois les séries de mes écrous, ce qui fait que je peux tout à fait venir changer la série directement à partir d'ici. Et si je recalcule mon écrou, ben voilà, là, je viens de passer à un écrou haut. Cerise sur le gâteau, si je modifie maintenant dans mon modèle un des diamètres des perçages, par exemple ici j'étais sur un diamètre 11, je modifie le diamètre, je mets, je sais pas moi, 23. Lorsque je vais régénérer mon assemblage, eh ben, l'écrou est recalculé pour correspondre au diamètre 23. Chose qui n'aurait pas été faisable avec des tables de famille. Il aurait fallu que manuellement je vienne modifier les dimensions de mon écrou. Vous avez et toujours pareil, hein, cet écrou-là, si je regarde son, sa cote, alors la cote j'ai un M22 ici. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long sur cette présentation. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Je voulais vous montrer à la fois comment modéliser correctement un écrou. Si vous n'allez pas aussi loin dans les manips que celles que je vous ai montrées aujourd'hui avec les graphes, les relations, etc., vous aurez déjà au moins appris à faire un écrou correct. C'est la base de la mécanique. Et puis si vous pensez que cette méthode pour créer des composants de bibliothèque, ça marche aussi pour la visserie, pour les rondelles, etc. Si vous pensez que cette méthode vous est intéressante, dites-le moi dans les commentaires. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.